Nous avons eu deux grands rendez-vous cette semaine avec la Banque Centrale Européenne qui, oui, a baissé ses taux directeurs. Qu'est-ce que ça nous a apporté de plus? Le NFP, autrement dit l'emploi mensuel aux États-Unis, très important au regard de la Réserve fédérale américaine pour ajuster ses taux directeurs. Alors, est-ce que nous changeons de ligne directrice sur les marchés? Nous allons également parler d'un record de ouf absolument hallucinant. Pétrole, Canada, crash de 99%. Et nous allons répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a aussi peu de volatilité sur les marchés? Macro. Au Canada, nous avons donc eu une baisse de 25 points de base des taux directeurs. Ils sont donc à 4,75%. C'était complètement attendu par le marché. Et vu que c'est un banquier central très prudent, ça montre clairement qu'il est ultra confiant que le pire est derrière nous concernant l'inflation. Il a également ajouté qu'il y aurait plus de réduction des taux d'intérêt si la pression sur les prix continue à diminuer. Logique en même temps. Et au Canada, il faut savoir que 30% des exportations, c'est du pétrole, ce qui représente à peu près 7% du PIB. Pourquoi je parle de ça? Parce que les cours du pétrole ont lundi baissé de 4% dans la journée, ce qui est quand même relativement exceptionnel, alors qu'il y a eu une augmentation des stocks de pétrole, notamment aux États-Unis, ce qui renforce d'autant plus le sentiment baissier sur les cours du pétrole après que l'OPEP+ ait confirmé augmenter son offre. D'ailleurs, en termes de stock, on a eu 4 millions de barils de plus en stock du coup, sachant que l'OPEP+ a donc confirmé qu'elle allait commencer à mettre fin à ces réductions d'offres qu'elle avait mis quelques mois auparavant, et ce, dès le 4e trimestre, malgré toutes les inquiétudes qu'il y a concernant la demande. Et au vu d'un PIB au premier trimestre aux États-Unis, selon la deuxième estimation qui est nettement en dessous de ce qu'on attendait, on est à 1,6% de croissance alors qu'on attendait 2,5%. Et tout de suite direction la Banque Centrale Européenne au travers de Christine Lagarde qui, oui, cette semaine, et ça c'était largement prévu par le marché, elle a baissé ses taux directeurs de 25 points de base, donc on passe de 4,5 à 4,25%. C'est la première baisse des taux de la BCE depuis 2019. Alors, ce qui était le plus important là-dedans, c'était plutôt le discours qui s'en est suivi. Et là, elle a revu ses objectifs d'inflation. Eh oui, il faudra plus de temps pour atteindre l'objectif de 2% qu'elle s'était fixé. Et tu le vois ici sur ce magnifique graphique, les histogrammes en rose, c'est les nouvelles estimations qui sont donc légèrement plus hautes que l'histogramme en noir qui étaient les précédentes estimations. Alors pourquoi elle a quand même baissé ses taux malgré le fait qu'elle relève à la hausse ses perspectives d'inflation? Tout simplement parce qu'il y a un décalage entre l'action de la Banque Centrale Européenne et les données dont elle dispose, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors d'ailleurs, pendant la session de questions-réponses, lors de son discours, c'était d'ailleurs des questions très pertinentes. Tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi vous baissez les taux alors que vous relevez l'inflation? Donc elle a dû se justifier en disant qu'il y a justement ce décalage. Et puis, concernant la suite, parce que c'est surtout ce qu'attendaient les marchés, c'est très bien de l'avoir fait, mais ça on le savait, la conclusion finalement de son discours. Mais en fait, elle en sait pas plus que nous. La météo dans 3 mois, ouh là là, une semaine déjà, c'est large. Bref, c'est le flou artistique le plus total. Donc vu qu'elle a absolument aucune visibilité sur la suite, aucune prise de risque. En même temps, c'est assez logique avec sa révision à la hausse des anticipations d'inflation. Et tout ceci est résumé avec les 3 mêmes mots qui ressortent systématiquement et à chaque fois qu'il y a un discours, d'ailleurs, que ce soit la BCE ou la Fed. Alors je sais pas d'ailleurs laquelle a copié sur l'autre, mais ça, meeting by meeting. Alors, ceci dit, la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux dans la lignée de ce qu'ont déjà fait les autres banques centrales. La Banque Centrale du Brésil, la Banque Centrale du Mexique, la Banque Centrale du Chili, la Banque Centrale de la Suisse, mais aussi la Banque Centrale de Suède. Du coup, les marchés qui avaient déjà pas beaucoup de visibilité, ils ont mis à peu près 24 heures à digérer, et puis dans la foulée, ils ont décidé de consolider un peu. Alors, on verra tout ça plus tard, plus en détail, avec tous les graphiques qu'on verra, puisqu'on va faire toujours cette petite partie technique avec les graphiques derrière, pour rentrer un petit peu plus dans les détails. Mais globalement, je spoil un petit peu, on reste toujours dans des gros range, voire des petits ranges, ça dépend quel indice. Et d'autant plus que vendredi, on a eu une information importante, je le disais en introduction, l'emploi mensuel aux États-Unis, très important parce que c'est ce que regarde vraiment à tout prix la Fed encore plus que sa croissance. Ce qu'on appelle donc le NFP. NFP, qu'est-ce que je voulais dire là?
NFP, les Non-Farm Payrolls, l'emploi mensuel aux États-Unis, donc Very Strong Jobs. Autrement dit, il y a eu beaucoup plus de création d'emplois que ce qui était attendu. Bonne nouvelle donc, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés, parce que si on a de l'emploi ultra solide, et ben la Fed a absolument aucune raison de procéder à une baisse des taux, d'autant plus que l'inflation est toujours importante aux États-Unis. Et justement, on a eu également une autre donnée, l'évolution des salaires moyens. Et cette évolution des salaires était au-delà de ce qu'on attendait. Donc, ce qui veut dire potentiellement qu'il y a de l'inflation, avec de l'emploi ultra solide et bien plus que ce qu'on attendait. Donc forcément, qu'est-ce qu'a fait le marché? Eh ben, il s'est dit, finalement, on n'aura peut-être pas de baisse des taux, on en aura peut-être qu'une seule. Et c'est exactement ce qui a eu lieu. Avec ici ce graphique où tu vois que les anticipations majoritairement passe à une baisse des taux anticipée d'ici la fin de l'année, alors qu'on était à 42% d'anticipation de deux baisses des taux d'ici la fin de l'année, juste avant cette publication du NFP. Du coup, réaction logique suite à ce chiffre, hausse du dollar américain, baisse des actifs risqués, même si encore une fois, on verra tout ça en détail juste après. Mais en tout cas, de toute façon, il n'y aura pas de correction sur le marché tant qu'il y a un maître du monde désormais qui tiendra toute la sphère financière mondiale. Alors à lui seul, c'est 32% du rendement depuis le début de l'année de l'indice large SP500. À lui seul, 32%. Ouais, je sais, je le dis deux fois pour être sûr. Plus de 120% de hausse. C'est plus de 3,6 points de pourcentage de performance de l'indice depuis le début de l'année. Et c'est nettement au-delà de tous les autres, les Microsoft, les Meta, les Apple, et tout ce que tu veux. Puisque eux, ils sont à moins de 1 point de pourcentage de contribution de hausse de l'indice. Ouais, salut les gars, on m'a appelé? Non? Quelqu'un veut une carte graphique? Ah bah ouais, je pèse dans le game, mon gars. De toute façon, maintenant, sans carte graphique, tu peux rien faire dans la life. You want a GeForce RTX? Ah, effectivement, Nvidia pèse maintenant 3000 milliards de dollars. Je sais pas si on se rend compte en fait du bazar. Alors, c'est pas vraiment the boss in the game, parce que elle est derrière Microsoft. Elle a quand même détrôné la deuxième place à Apple. Je voulais dire place, mais bon, on a compris quand même le bazar. Et d'ailleurs, tiens, en parlant d'Apple, rendez-vous le 10 juin parce que Apple va dévoiler toutes ces nouveautés autour de ces téléphones, ces machins et tout, en liaison avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils ont intégré dans l'appareil qui nous permettent d'utiliser l'intelligence artificielle à bon escient ou à mauvais escient? J'avais vu qu'on parlait du SP500. Il a fait 24 nouveaux records historiques cette année. Juste cette année. Il n'y a eu aucune baisse du SP500 de plus de 2% depuis, et je les ai comptés un par un depuis 322 jours. Allez, tout autre sujet maintenant. On a eu quand même une grosse frayeur en début d'année. Alors, surtout Warren Buffett d'ailleurs. Parce que parmi les 40 actions qui étaient suspendues... Putain, je vais pas y arriver à le dire, bordel. Parmi les 40 actions qui ont été suspendues lundi à la bourse de New York, parce qu'il y a eu des erreurs de transaction, on a eu notamment Berkshire Hathaway, la boîte de Warren Buffett, qui a perdu donc 99% comme ça dans la journée. Mais du coup, j'ai spoil. En fait, je voulais faire un espèce de truc, genre ça monte en pression et tout. Oui, parce qu'en fait, il y a eu des erreurs de transaction. Ils se sont gourés et du coup, il y a des transactions qui sont passées à moins 99%. Mais la bourse de New York, vu que ça a un marché centralisé, tout ça, à l'inverse et à l'opposé même d'ailleurs des cryptos, eh bien probablement, ils vont annuler les transactions qui sont passées à moins 99%. Ce qui sera donc une bonne nouvelle pour celui qui a vendu en bas et une mauvaise nouvelle pour celui qui a acheté du coup tout en bas à moins 99 puisqu'il a fait x2 comme ça. Bah non, plus que x2 du coup, parce que moins 99, non, si tu fais pas 100 en fait, tu con quoi. Bon, ceci dit, ça n'a pas provoqué de perturbations plus que ça sur le marché au sens large. D'ailleurs, tiens, en parlant du marché au sens large, je propose tout de suite direction les graphiques en 3 points clés et ensuite on aura Rodolphe qui interviendra et qui répondra à une question que je vais lui poser. Parce que non, mais là, du coup, ça fait deux, donc une comme ça. Alors déjà, comme vous le voyez ici, la réaction qui a eu lieu après le NFP, les chiffres de l'emploi aux États-Unis, comme je vous le disais, qui implique forcément certaines réticences quant à une double baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année, une reconsidération de cette baisse des taux par les marchés, hausse logique des taux à 10 ans, des taux longs aux États-Unis. On était à 4,30%
Jeudi, finalement, en fin de journée, vendredi, on se retrouve au-delà des 4,40%. Le coût de l'argent augmente, les taux d'intérêt augmentent et c'est de la même manière sur le dollar américain qui propose du coup une hausse et une bougie impulsive assez importante, assez imposante dans la séance de vendredi, même si encore une fois, je vous le rappelle, lorsque je tourne la vidéo, les marchés sont encore en train de coter, donc il peut se passer encore pas mal de choses d'ici la clôture, mais globalement, la situation reste la même. La Banque Centrale Européenne, finalement, n'a pas provoqué derrière de vives réactions des marchés, parce que d'un côté, c'était largement anticipé par le marché, et de l'autre, dans la mesure où il n'y a pas de visibilité suite à son discours, et ben finalement, les marchés ne savent pas forcément où aller et n'ont pas plus de direction et de ligne directrice que ça. Donc on reste dans les, et c'est le deuxième point, dans les grandes tendances que vous connaissez maintenant depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, 3 mois que le CAC est coincé entre 8002 et 7009, 7900 points et 8200 points. Et ben on est alors aujourd'hui plus proche de la borne basse que l'inverse. Si on regarde le CAC 40 GR, vous voyez ici que depuis 3 mois, voilà, on est plus ou moins autour des 25 000, 24 000, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc on continue dans ces grosses évolutions. C'est de la même manière, notamment par exemple sur l'indice Dow Jones, depuis le début du mois de février, il est coincé autour des 39 000 points. On a fait 40 000, oui, on a fait des records historiques, mais vous voyez que derrière les nouveaux records historiques ici à 40 000, le Dow Jones a perdu quasiment 5%. Il en reprend la moitié cette semaine, mais c'est pas vraiment flagrant. Donc on part toujours sur des unités de temps longues, on est toujours dans cette même situation d'attentisme depuis 2-3 mois. Toujours proche, alors ça dépend toujours pareil, c'est toujours la même chose, il y a des indices forts, des indices faibles, mais globalement on est toujours proche de bornes hautes, de canaux ascendants, ce qui montre que la tendance reste toujours bien évidemment haussière. Vous prenez ici le CAC 40, ce canal ascendant qui vient depuis la crise financière de 2008, on est proche de cette borne haute. Pour autant, il n'y a pas vraiment de signaux baissiers plus que ça, puisqu'on tient cette ligne bleue qui correspond à la moyenne mobile à 20 semaines. Donc on tient toujours ces niveaux-là, et si on se met en daily, tant qu'on ne s'installe pas sous les 7900 points, on est toujours finalement dans une neutralité de tendance. Le DAX est peut-être un petit peu plus fort que l'indice CAC, mais on voit systématiquement que finalement, il n'y a plus vraiment de carburant. Le Dow Jones, on l'a vu, on est coincé entre 40 000 et 38 000. On est pile poil au milieu en fin de semaine à 39 000. La même chose sur l'indice Nikkei, qui a échoué à 2 reprises sur la borne haute de ce canal ascendant, mais qui finalement tient cette ligne bleue, la moyenne mobile à 20 semaines, mais on voit que derrière, ça ne relance pas quand même des masses. Le SP500, alors ça, ce sont les 2 indices les plus forts, je le rappelle. SP500 et Nasdaq, on l'a vu tout à l'heure avec Nvidia finalement qui tire quasiment l'ensemble du marché, en tout cas une très grande partie. Le SP500, il continue à flirter proche de la borne haute de ce canal ascendant qui vient depuis fin 2022. Vous voyez que finalement, depuis maintenant 4 semaines, on est toujours autour des 5003. Alors cette semaine, on a fait un peu en dessous. On finira peut-être au-dessus cette semaine. Peut-être qu'on a fini au-dessus. Encore une fois, je n'ai pas les cours en fin de semaine au moment où je tourne la vidéo. Donc, mais globalement, vous voyez que depuis 4 semaines, finalement, on est plutôt flat, même sur les indices les plus forts. Sur le Dow Jones, c'est plutôt baissier depuis maintenant 3 semaines. Sur des indices comme le CAC et le DAX, c'est quand même très très flat. Et si on regarde l'indice Nikkei, c'est toujours la même chose ici. On est dans un range très très serré depuis un mois. On fait des petits excès haussiers, puis finalement derrière il n'y a pas de relais. On fait des excès baissiers et des impulsions baissières. Derrière il n'y a pas de relais non plus. Donc on est pile poil au milieu. Donc toujours pareil, les forts SP500, Nasdaq, les faibles plutôt, et si on regarde toujours en weekly, plutôt Nikkei, Dow Jones. Et il y en a un troisième que je rajoute, que j'aime beaucoup travailler, c'est notamment le Russell 2000, l'indice des petites capitalisations aux États-Unis. Je vous en parle souvent. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu ici sur une zone weekly, les 2100 points. Si vous regardez en daily, en fait, depuis le début de l'année, ici, la fin de l'année dernière, début de cette année, vous voyez qu'on est toujours finalement en train d'échouer proche des plus hauts de la fin de l'année dernière, et systématiquement, on est dans un range. Tout YouTube, c'est exactement la même chose que je vous disais finalement il y a 2 semaines dans le débrief hebdo. Donc je l'ai vendu ici, racheté en partie ici, travaillé à la vente ici pendant un mois, ça a duré, racheté ici. Et à nouveau, je continue à le travailler plutôt à la vente dès qu'on est en dessous, autour des 2100, 2060 et même en dessous pour viser toujours les 1910 points. C'est tout simplement en fait un énorme range qu'on connaît depuis 6 mois. Donc je le considère également comme un indice faible. D'ailleurs, vendredi, on voit que finalement, c'est le seul indice américain qui est plutôt en baisse dans la séance de vendredi. Il perd quasiment 1%
alors que les indices américains, en tout cas en milieu de séance, après 2 heures de cotation, après l'ouverture cash à 17h30, bah, on est plutôt dans le vert. Donc c'est également un indice faible. Donc en conclusion, et pour simplifier vraiment au maximum encore pour cette semaine, alors oui, on continue à travailler nos indices préférés, mais surtout et en priorité les plus faibles. Si on a une casquette rouge, si on a une casquette verte, on va privilégier plutôt les plus fortes. Je le rappelle, on prend dans notre équipe les plus forts et on tape sur les faibles. Sur les marchés, c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à ce que la tendance, bien évidemment, s'inverse. Ça ne restera pas comme ça ad vitam aeternam avec forcément le SP500 et le Nasdaq qui vont surperformer l'ensemble de tous les autres indices pendant des mois et pendant des années. Il peut y avoir des inversions parce que je vous rappelle que les indices sont composés d'actions. Les actions sont des entreprises et ces entreprises, des fois, surperforment, sous-performent. Et dans la mesure où dans le SP500 de Nasdaq, il y a notamment Nvidia qui surperforme tout, qui explose tout, et forcément, ce sont ceux-là qui en profitent le plus. Donc, Russell 2000, CAC 40, je continue à travailler le CAC. Je vous rappelle qu'il y a une semaine, la semaine dernière, donc je le vendais avec un autre tiers d'exposition à la vente sur le CAC 40, même si je me suis fait un peu déborder en début d'année, je continue à garder pour le moment cette ligne directrice. J'ai repris un tiers de position du coup autour des 8200 points, juste en dessous, 8180 jusqu'à 7009. C'est quoi 7009? C'est tout simplement la bande basse de ce range. Et puis j'attends de nouvelles indications, soit un petit peu plus haut pour le revendre sur signal baissier, soit on fait une impulsion baissière sous les 7900 points, et à ce moment-là, ça dégraderait du coup toute cette tendance haussière qu'on a connue finalement depuis 6 mois, qui est maintenant neutre depuis 3 mois. Si on devait passer sous les 7900 points avec une impulsion baissière, à ce moment-là, j'aurai un signal baissier intéressant qui me permettra d'enfoncer un petit peu plus ma casquette rouge et donc d'augmenter mon curseur d'exposition à la vente. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, je reste pour le moment relativement rigoureux. Je ne vais pas dire prudent, mais je continue à être objectivement plutôt neutre en termes de tendance, puisque ça, c'est ce que nous montre le marché. Mais en termes de casquette, je continue à privilégier toujours cette ligne directrice tant que le marché ne me donne pas d'indication contraire ultra positive et je n'augmente pas considérablement mon exposition vendeuse tant que le marché ne m'indique pas pour le moment de signaux techniques clairs dans ce sens-là, donc tant qu'on tient les 7009. Donc je vais continuer à travailler comme ça dans cette exposition, en tout cas depuis justement qu'on est sorti en fait par le bas de cette tendance haussière. Donc on est simplement dans une tendance neutre. Je vous rappelle qu'il y a 3 tendances, tendance haussière, tendance neutre et tendance baissière. Les faibles en priorité à la vente, les forts à l'achat en priorité au-dessus de zones de polarité. Alors les dégradations seront un petit peu plus franches ou à quel niveau? Sur le DAX, si on devait passer sous les 18 400, tant qu'on ne passe pas là en dessous, pour le moment, vous voyez que c'est assez brouillon, finalement, c'est un peu broute-mamoute. Même chose sur le CAC, donc ça, on l'a vu. Le Dow Jones, grosse dégradation, bien évidemment, sous le bas de son range. Les plus bas de ces 6 derniers mois, ouais, quasiment, en fait, on est mois de juin. Sous les 38 000 points, si on s'installe là en dessous. Pour le moment, finalement, c'est un indice faible. Donc voilà, là-dessus, on ne se fait pas du tout déborder. Rodolphe vous en parlera tout à l'heure. Concernant le Nikkei, pour qu'il y ait une dégradation, il faudra vraiment s'installer sous les 38 000. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour qu'il y ait vraiment une amélioration, il faudra vraiment qu'on s'expose, qu'on passe au-dessus des 39 000. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et la même chose concernant le Russell 2000. On est toujours dans un énorme range. Donc on travaille à la vente en haut. Si vous voulez travailler à l'achat en bas, pourquoi pas, il faut attendre un petit peu plus bas. Concernant par exemple le CAC GR, gros range, grosse hésitation. D'autres indices comme par exemple en Suisse en surperformance et un autre indice, par exemple le HSI, l'indice Hang Seng en Chine. Vous voyez qu'après avoir surperformé fin du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai, et maintenant il est à nouveau en sous-performance. Donc il y a toujours des rotations comme ça. N'oubliez pas donc plusieurs choses, éléments importants. Les niveaux de dégradation ou les niveaux au contraire d'amélioration des tendances en daily et en weekly, c'est très important de mettre à jour, même si ça fait 3 mois qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Il y a toujours effectivement des écarts à travailler. Les plus forts, les plus faibles, donc toujours dans cette ligne directrice-là. Et enfin, si on est comme ça dans ces marchés de range, il faut continuer, tant que le marché ne nous donne pas tort ou tant qu'il ne nous donne pas ultra raison, de continuer à travailler son exposition swing
avec le peu de mouvement volatilité qu'on a en cours de semaine. Voilà, je l'ai fait il y a une semaine, 2 semaines avec le CAC de 8002 à 7009. C'est vraiment le max des variations finalement que je pouvais faire. On peut le faire de la même manière sur d'autres indices comme par exemple le Russell. Alors on ne va pas chercher bien loin, hein, encore une fois, mais vous voyez que finalement ça fonctionne plutôt pas mal. Sur le Nikkei, j'ai également une exposition plutôt vendeuse et une demi-position uniquement que je renforcerai sous les 38 300 parce que c'est à ce moment-là que j'estime que le marché me donnera raison d'un point de vue technique. Mais si vous regardez sur des unités de temps plus courtes, en 4 heures, voilà, ça bave un peu en haut, ça bave un peu en bas. Donc il ne faut pas lâcher, d'accord ? Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à rester rigoureux, il faut continuer à rester discipliné parce qu'à un moment donné, le marché il va y avoir forcément un pic de volatilité et l'éclaircie, soit positive, soit négative, qui va apparaître. Et c'est toute la préparation qu'on aura faite quand justement le marché ne fait pas grand-chose. C'est à ce moment-là et c'est à ce moment où ça va se déclencher que finalement, il va falloir mettre en application tout ce qu'on a travaillé, même quand le marché ne faisait pas grand-chose. Et concernant la partie des cryptos, je vous rappelle qu'en cours de semaine, je fais le débrief crypto. Vous l'avez vu probablement, on se prépare effectivement à cette phase de bull run d'ailleurs qui continue et qui se poursuit depuis en fait la fin de l'année dernière. Est-ce qu'on est toujours dans une situation positive? Premier point, oui. On est toujours dans une phase de construction positive. On passe toujours par des unités de temps longues, histoire de prendre un petit peu de recul, malgré ces petits soubresauts et ces petites paniques qu'on a eues en cours de semaine, en fin de semaine, avec plus de 360 millions de dollars de positions qui ont été liquidées, envolées. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les gens utilisent encore de l'effet de levier, encore plus quand le marché est dans des étaux de compression comme on l'a connu maintenant et comme on le connaît encore d'ailleurs, et on va le voir en détail et sur des unités de temps plus courtes. Lorsque le marché ne fait rien, vu que ça ne va pas assez vite, on fait du levier et dès qu'il y a une petite étincelle sur le marché, ça entraîne justement ce type de liquidation. Ne soyez pas victime de ces liquidations, au contraire, soyez plutôt opportuniste vis-à-vis justement de ces phases de liquidation qui peuvent justement nous permettre d'avoir des points d'entrée et on va le voir ensemble. Donc 360 millions de dollars de positions acheteuses envolées, liquidées par les brokers parce que on est en appel de marge et donc les comptes sont en train de sauter. Donc faites encore attention à ça. C'est la plus grosse d'ailleurs phase de liquidation qu'on a connue depuis c'était avril de cette année, d'accord, les plus grosses phases de liquidation qu'on a connues. Donc on prend, deuxième chose, on prend toujours des unités de temps longues, notamment sur du weekly, toujours en phase de construction positive. Si on regarde ici, Total, l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Total 3, si on exclut Bitcoin, Ethereum, toujours au-dessus des MM20 weekly, tout va bien. Le Bitcoin, toujours en mode tendance haussière largement. Et même chose pour l'Ether, même s'il ne bouge pas depuis 2-3 semaines et depuis l'approbation de l'ETF ETH spot. Vous voyez que même l'Ether, on est toujours dans une phase de construction positive, c'est-à-dire que même s'il devait perdre grosso modo 10%, on serait toujours dans une tendance haussière et ça serait d'ailleurs même l'opportunité de rentrer. Voilà la deuxième chose que je voulais vous le dire. Et la troisième chose, très rapidement, encore une fois, j'ai tout réexpliqué dans la vidéo de mercredi soir, n'oubliez pas de le regarder sur la chaîne. Je me place sur des unités de temps daily. Total 3, toujours dans cette phase de range. Total, toujours dans cette phase de range, plus solide d'ailleurs que Total 3. Bitcoin et Ethereum sont quand même toujours très solide. Et si on regarde d'autres crypto-monnaies, on voit effectivement, notamment sur des unités de temps hebdomadaires, il y en a même qui profitent, comme par exemple ING. Je vous en avais parlé justement mercredi. J'aime beaucoup aussi cette configuration. On voit qu'elle est en train de renforcer même sa force, même si c'est pas forcément une forte, comme par exemple BNB. Donc j'ai acheté à la sortie et j'ai renforcé à la sortie par le haut de ce triangle symétrique. Vous voyez que elle reste toujours très très forte. Il y a deux types en fait de crypto. Il y a les très fortes du moment où on essaye d'accompagner le mouvement, comme par exemple on l'a fait avec BNB. J'ai allégé 30% en TP1 à plus 10, plus 15% autour des 700 $, un petit peu en dessous. D'accord, j'avais un premier objectif un petit peu plus haut. Je vois que ça se stabilise notamment en horaire, mais vous voyez que même malgré ce spike, ça tient quand même très très fort. Et vous voyez, on n'arrive même pas à repasser sur la MM20 Daily qui est à 640 $. Ce qui montre quand même la force aussi de ces cryptos. Donc ça, c'est ce premier type de stratégie. Et deuxième type de stratégie, c'est les demi-fortes finalement, celles qui n'ont pas fait grand-chose ces dernières semaines. Et il y avait notamment, par exemple, vous voyez ING depuis mi-avril.
bah, elle bouge plus, donc ça fait 2 mois qu'elle bouge plus, tac, bah, finalement vous voyez qu'elle reprend un petit peu de la force. Au moment où je suis en train de tourner la vidéo, elle prend 7%, alors qu'on a l'impression que ça y est, le marché il est complètement dégueu et tout. Encore une fois, regardez en daily, total 3, on reste solide sur les appuis. On utilise justement le cash à notre disposition après avoir profité de cette première phase de hausse ici en gestion active. 30, 40, 50, peut-être 70% qui ont été allégés pour reprendre sur repli. Je vous prends un autre exemple. Solana, que j'aime beaucoup, d'accord. Je vous avais dit que j'avais allégé justement 40%, donc j'ai 70% de ma gestion active après avoir payé pendant la descente ici parce qu'elle avait repris 50%. Et le projet était tout simplement de reprendre le cash qui a été sorti sur repli et notamment sur les 155 dollars. Je vous avais répété notamment mercredi. Oui, elle reste très forte. Elle peut relancer tout de suite. Et cette deuxième stratégie, c'est de récupérer justement ce cash et de le réinvestir sur des phases de repli, comme par exemple Solana, sur les 155 dollars où j'ai été exécuté. Alors encore une fois, il y a des cryptos qui sont fortes, qui partent et finalement qui retombent et qui sont finalement quasiment au même point qu'avant. Il y a d'autres cryptos qui partent pas, qui ont un petit peu plus de mal, mais c'est comme ça. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a STX aussi que j'aime beaucoup sur lesquels je suis positionné. Bah, finalement, très très faible, très très faible. Et bien en fait, avec la faiblesse du marché, elle est limite en train de se renforcer. Donc ce qui est absolument incroyable. Mais pour autant, c'est vrai. Donc je pense qu'il faut être un petit peu patient dans ce marché-là. Toujours être très sélectif. Être patient sur les cryptos, forcément, pas forcément qui partent tout de suite, mais justement qui peuvent à un moment donné prendre le relais. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Toujours sélectionner, encore une fois, des épuisettes en bas pour continuer à travailler finalement dans cette grosse phase de range qu'on connaît en fait sur la capitalisation totale depuis le début du mois de mars. Ça monte, ça rebaisse, ça remonte, etc., etc., etc. Là, on est plus proche effectivement de la borne haute. On a un tout petit étau de compression. Donc attention à ne pas avoir les œillères en regardant les unités de temps en horaire. Même en horaire, vous regardez, oh là là, c'est monstrueux, qu'est-ce qui est en train de se passer sur le marché? Ben, on agit par rapport justement aux hypothèses de travail qu'on a faites. On avait bien préparé le marché, on va continuer dans cette optique-là. Des épuisettes en bas, accompagner les fortes lorsqu'elles nous donnent des éléments positifs. INJ peut par exemple en faire partie si on n'en a pas assez et de ne pas tourner comme en avion et toujours rester quand même globalement investi. En tout cas, c'est notre stratégie parce que bah, finalement, on est toujours dans des tendances qui sont haussières. On fera le point, bien évidemment. Tout ça en détail en cours de semaine avec le débrief crypto. Et maintenant que nous avons vu cette partie technique, Rodolphe de son côté continue à travailler l'indice DAX et l'indice Dow Jones, qui, ceci dit, et comme on l'a vu, c'est pas vraiment très excitant en swing. Eh ben tiens, mon Rod, je vais te poser, enfin on va te poser du coup, une question. Qu'est-ce que tu fais en l'absence de volatilité sur le marché? Salut tout le monde, merci Xav, merci FT, merci tout le monde pour l'invitation. J'espère que vous allez toutes et tous bien, comme d'hab, en ce dimanche 9 juin 2024. Alors, il faut bien comprendre que nous, on est obligé parfois de prendre un peu nos précautions et on ne peut pas faire du direct tout le temps. Donc là, en fait, il est 4h26, samedi 8 juin 2024. Je suis un peu comme vous toutes et tous. Quand il y a les périodes où on se fait chier, on se fait chier. Vous l'avez bien compris, en plus, ça fait à peu près 6 mois qu'il flotte, d'accord. Sur Lyon, normalement, il fait beau déjà depuis au moins 2 3 mois. Là, il pleut tout le temps, encore ce matin, il tombe des trompes de flotte, gros brouillard. Donc forcément, on s'ennuie encore un peu plus. Allez, c'est pas grave, on va quand même essayer, c'est important, d'apporter un peu de valeur ajoutée, un peu de contenu, parce que même quand les périodes sont difficiles, ou du moins qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est là le plus important finalement, et c'est là où il faut être, comme d'hab, je vous le répète, persévérant, discipliné, patient, et toujours motivé. C'est le plus dur, trouver cette putain de motivation. Moi, samedi, tout le monde dort, il est 4h30 du matin. Pourquoi je fais le débrief hebdo? Pourquoi j'essaye d'apporter de la valeur ajoutée? Bah, d'une part, parce que je me dois d'aider mon compagnon, toujours Xav, mais d'autre part parce que ça me fait plaisir de partager avec vous ces éléments clés, ces moments clés où j'espère qu'on vous apporte un peu de valeur ajoutée. Alors, rapidement, puisque, entre guillemets, on s'ennuie un peu, il y a quand même des choses à faire, mais c'est surtout actuellement un gros travail de préparation et d'attente. Et oui, il y a des périodes, comme en 2008-2009, comme en 2012-2013, comme pour la crise du subprime, pour la crise des dettes d'État en 2015, la crise des dettes européennes, le Covid, la guerre. Il faut avoir préparé, parce qu'en fait, c'est pas une question de signe noir ou pas.
c'est une question que quand l'élément un peu anxiogène arrive ou une déstabilisation du marché, si vous n'êtes pas prêt, alors vous ne faites rien de bien au final. D'une part, vous venez, entre guillemets, détruire toute la valeur ajoutée que vous avez apportée avant, que vous avez essayé de construire avant, en intraday par exemple, mais d'autre part, vous n'êtes pas prêt. Donc vous ne profitez pas de éventuellement du mouvement, mais en plus, vous préparez pas la sortie de ce mouvement, comment se placer, ok? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ce matin un peu rapidement. Je deviens chaud en YouTube là, je crois qu'il faut que je passe voilà, en direct et j'apparais avec mes écrans aussi. C'est vraiment magnifique. Donc là, je suis sur quoi? Je suis sur le DAX. Donc le DAX en hebdo. Donc autant le Dow Jones, il m'a pas porté de problème et je continue la même stratégie. Autant le DAX, il m'a fait un peu plus chier en ce début d'année. Vous voyez qu'ici, en hebdo, ça s'est fermé. Alors oui, il y a encore un peu de place pour monter, hein. Il peut aller à 19 000, 19 200, 19 500. Mais ça s'est quand même fermé. Et quand les bandes de Bollinger hebdomadaires se ferment, c'est plutôt la mise en place, comme vous le voulez. Après, il ne veut pas y aller, on ne sait pas. Il veut pas. On va aller sur le dos, sur le dos, sur le dos, il veut ou il veut. Sur le DAX, il veut ou il veut pas. Non, il veut pas. Peu importe, c'est pas grave. On va rester comme ça à l'écran figé. Mais vous voyez que quand les bandes de Bollinger se ferment, d'accord? À ce moment-là, souvent, c'est la mise en place d'un range. Donc, pour ma part, que ça soit sur le DAX ou le dos, vous avez deux choix. En intraday, vous pouvez toujours acheter. La tendance est clairement haussière, donc on peut acheter comme vendre. D'accord? Pour ma part, je préfère garder qu'un seul sens, qu'une seule ligne directrice, qu'un seul sens à la fois intraday, mais aussi de swing. Et donc, du coup, en fait, le DAX, chaque rebond, je l'ai encore fait mercredi, jeudi, vendredi. Chaque coup qui remonte vers 18 600, 18 700, 18 800, il va peut-être pas y retourner. Mais voilà, le but, c'est d'aller chercher, vous le voyez, en premier lieu, ce creux là vers 17 600 points, 17 600 à nouveau. Quand on va revenir sur ces fameux 17 400, 17 600, on verra, ça sera encore compliqué, il faudra encore décider quoi faire, certainement qu'il rebondira encore. Et ensuite, vous le savez, je vais essayer d'aller chercher plus bas la MM50 hebdo. Donc là, elle est actuellement vers les 16 000, 16 500. On n'y est pas. Il y a de fortes chances que cette année, il y a de fortes chances qu'il reste en range. Si on va sur le dos, c'est un peu pareil. Alors vous voyez sur le dos, c'est pareil que sur le DAX. Mais si je me mets en mensuel, vous voyez clairement que les bandes de Bollinger mensuelles, elles sont en train de se fermer progressivement. Et vous voyez clairement que pour ma part, quand j'ai une ligne de conduite, je m'y tiens tout le temps quoi qu'arrive, parce que l'histoire m'a montré qu'à chaque coup, attendez, je vais enlever ça, parce que voilà, l'histoire m'a montré que à chaque coup que je ne m'y maintenais pas, et ben au final, des retours en arrière, vous voyez, il y en a tout le temps, d'accord? Il y en a tout le temps. Donc oui, parfois c'est long, actuellement c'est long, surtout quand il flotte dehors, qu'on ne peut pas se baigner, que c'est l'été, on se fait chier. Mais clairement, sur le dos, vous voyez que moi, à la fois pour avoir une ligne de conduite acheteuse, mais aussi également pour investir, il me faut des replis à chaque coup proches de cette MM50 mensuelle, d'accord? Depuis 15 ans, ça m'a jamais porté préjudice, ça m'a même parfois sauvé la vie à de nombreuses reprises, et ben tant pis. S'il faut que j'attende, j'attende, d'accord? Donc le dos, voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque coup, je l'ai encore fait hier soir, à chaque coup qui s'approche des 39 000, 40 000, je vends le dos, d'accord? Alors, bien évidemment, pour qu'il se dégrade un peu, on peut aller en hebdo, parce qu'en hebdo, pour l'instant, c'est comme sur le DAX, vous voyez que là, en hebdo, les bébés, les bandes de Bollinger, elles se sont déjà fermées en hebdo. Donc clairement, sur le dos, en hebdo, vous avez un range. Vous avez un range entre 37 000, allez, grosso modo 37 000 et 40 000. On a un range, d'accord? Et donc, moi, je le comprends, en intraday, on a Guillaume qui est coach intraday sur EVT, sur le Dow Jones, lui, il va faire qu'acheter les replis. Et je le valide, je le légitime parce qu'il a raison de le faire. On voit clairement que, le bas, à chaque coup, il est payé. D'accord? Mais on voit clairement aussi que le haut, il est vendu. D'accord? Mais on voit clairement que cette année, ça se trouve, on va pas sortir de ce range. Regardez les bébés hautes. La bébé haute, elle est à combien? On peut se la mettre, hein. Bébé haute hebdo, elle est à 40 200. Et la bébé basse, pour l'instant, elle est à 37 400. Donc au final, on peut très bien rester, ça se trouve, dans ce fichu range toute l'année. D'accord? Pour ma part, je préfère vendre quand ça remonte proche des 39-40. D'accord? Alors bien évidemment, s'il pète les 40, 40 500, 41 000, j'aurais perdu sur ma stratégie. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais hier dans mon Telegram.
Moi, je suis pas là pour vulgariser ou pour faire de la théorie de merde. Donc, c'est une perte de temps. Moi, je suis là pour faire avec vous ce que je fais en temps réel. Sinon, j'en ai absolument aucun intérêt. Moi, ma passion, c'est de partager mes stratégies que je fais pour moi-même avec vous. Si le seul but, c'est de dire peut-être que si, peut-être que ça, vous faire une flèche vers le haut ou une flèche vers le bas, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéressera jamais et je le ferai jamais. Donc voilà, moi, j'ai pris un choix, j'ai un choix. Mon choix, c'est à chaque coup que ça rebondit, je vends le Dow Jones pour viser à nouveau les 37 500, donc le bas. Et puis après, quand je me mets, il veut pas aujourd'hui, hein, quand je me mets mon mensuel, voilà, je pense que je peux aller chercher, vous voyez, les 35 536, voire même les 33 34. Et après, reviendra le temps pour moi de reprendre une ligne conductrice acheteuse. Voilà pour le DAX, pour le dos, ce que je fais. Donc tant qu'on est, pour résumer, on va résumer, sur le DAX, tant qu'on est sous 19 000, je vends les rebonds pour aller chercher 18 300, puis 18 000, et surtout le gros niveau des 17 400, 17 600, d'accord. Après, je ne sais pas ce qu'il va, il y aura le temps de faire d'autres débriefs hebdo. Et le Dow Jones, tant qu'il est sous les 40 500, 41 000, je vends, pareil, les rebonds. Je vous le fais un peu à l'écrit, hein. Vous savez que moi, je prépare jamais rien, donc je le fais à l'arrache avec vous et je kiffe. Pour aller chercher, on a dit, donc, premier TP, 37 500. Et après, pourquoi pas, 35 500, 30, je vais y arriver, 36 000. Et pourquoi pas, les 33 000. OK? Donc, voilà, c'est clair. Je ne peux pas vous dire mieux de ce que je fais. D'accord? Alors, bien évidemment, les rebonds sur le dos, je vous rappelle que 1% sur le dos, d'accord? Ça, souvent, c'est 400 points. Donc, quand le dos, il bouge de 200 points, ça veut dire qu'il bouge de 0,5. Au final, autant vous dire qu'il n'a pas bougé, le Dow Jones, hein. Parfois, j'en vois, il se caresse sur 200 points, ça ne sert à rien, les gars. Il ne s'est rien passé. Donc, et 1% sur le dos, on va dire que c'est 1000 points. Donc, ce qui est le plus important là-dedans, que ce soit sur le DAX ou le dos, je vous le répète tout le temps, c'est votre money management, mais c'est surtout votre exposition par rapport à vos capital, mais c'est surtout la taille de position que vous utilisez pour ne pas vous retrouver à aucun moment en galère par rapport à votre capital, parce que vous n'aurez pas toujours juste. D'accord? Moi-même, il m'arrive comme je me suis planté en début d'année sur le DAX, donc il faut à aucun moment être en difficulté, sinon c'est qu'il y a un problème. D'accord? Voilà, grosso modo, pour ce que je fais sur les indices. Le gold, bah tiens, il y a eu un énorme repli du gold hier. Vous savez le gold, ce que je fais. Et donc, on va venir plutôt à actuellement, quand c'est calme, quand je m'ennuie, quand je cherche des trucs à faire, je vais vous dire ce que je fais. Et bien, c'est simple. Je vous ai préparé une petite liste. Voilà. En ce moment, j'ai tout fait sur mon Telegram partout pour insister pour la sortie du range au-dessus des 500 sur Nvidia. D'accord? Je vous l'ai dit, hein. Je l'ai dit partout à 400, 450, 500, même à 550. S'il sortait du range hebdomadaire, fallait repayer Nvidia. D'accord? Elle a fait pratiquement x3 depuis. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Non. Ça veut dire simplement que ça m'a montré qu'actuellement, on est peut-être à l'aube d'une révolution industrielle, j'en sais rien du tout, je ne suis pas assez pointu là-dedans, mais on sent bien que les choses bougent. Mais en tout cas, Nvidia, pour l'instant, reste un actif en flux. Et donc, un actif en flux, je vais jamais le shorter, mais je vais toujours attendre les replis pour l'acheter. Vous connaissez, comme sur les cryptos, on va pas faire les cryptos ce matin, vous les avez fait avec Xav, ou on peut faire un petit tour sur Total 3 tout à l'heure, mais comme sur les cryptos, ça fait combien de temps là? Putain, 10 minutes, faut que je me grouille. Comme sur les cryptos, j'attends MM20 hebdo, MM50 hebdo, quand j'ai un actif en flux. Donc là, vous voyez, MM20 hebdo, on l'a pratiquement fait sur Nvidia. Désormais, ça a tout relancé. Donc je suis obligé d'attendre sur Nvidia. Elle va peut-être monter à 1003, 1004, 1005. Je vous avais dit en début d'année sur Telegram, j'avais un objectif à 2000 si elle partait en délire. Pourquoi pas? Regardez, tout le monde se foutait de ma gueule à 500. Finalement, elle a pratiquement déjà fait x3. Donc voilà. Donc Nvidia, j'attends, repli sur MM20 hebdo. Et à mon avis, on l'aura pas cette année, mais l'année prochaine, MM50 hebdo. D'accord? Ok. Quand j'ai un actif en flux, j'utilise l'hebdo. Quand j'ai un actif qui a, on va dire, une certaine maturité, je me mets sur le mensuel. Et donc là, sur le mensuel, je me mets surtout sur les big one actuellement. Donc par exemple, j'ai n'importe quoi, Google, Race et Ferrari. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, bien évidemment, c'est comme les indices. Ces actions-là, elles ont des tels fondamentaux financiers
des telles publications de résultats, des tels relevés de croissance, des telles perspectives économiques, des telles perspectives de croissance, même dans les pays étrangers, même en Asie, même en Afrique, en Amérique du Sud, etc., qu'elles peuvent toujours monter plus haut, puisque les investisseurs, apparemment, actuellement, la monnaie en cours, la supply money, elle est extraordinaire. Je sais pas d'où ils sortent l'argent, mais ils ont besoin de mettre de l'argent. Donc oui, oui, ça peut continuer à monter. Mais vous voyez bien qu'en mensuel, regardez, vous voyez ma MM50 mensuelle, vous la voyez en bleu là. Ça, c'est sur Ferrari. Je me rappelle, c'est il n'y a pas si longtemps de ça. J'en parlais sur IVT tous les jours, c'était en 2022. Sur Google, vous vous rappelez ça du combo mensuel, les IVTistes? Google, on était il y a un an et 3 mois. Donc voilà, sur les races, sur les Google, alors elle, Liliane Company, c'est certainement la plus forte des valeurs depuis longtemps sur le marché. Elle a donné la MM20 mensuelle, d'accord? Donc le but c'était quoi? C'était de savoir, Xav, ce que je fais dans ces périodes-là, et bien sur toutes les grosses valeurs, comme Ferrari, Google, Lily, mais il y en a plein d'autres, hein. Bien évidemment, je ne vais pas toutes les citer, Apple, là c'est Liliane Company, mais je prépare où j'ai envie de mettre du cash et où j'ai envie d'intervenir. D'accord? Point barre. L'idée de compagnie, si elle redescend, j'en sais rien, moi, là, vous voyez, il y a les mèches, la MM20 hebdo est en train de remonter, MM20 mensuel, voilà, si elle revient sur 600, ça peut m'intéresser à nouveau. Tout ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut être persévérant, discipliné, patient, motivé, mais surtout, il faut profiter de ces périodes où vous n'êtes pas comme moi forcément dans le marché sur ces valeurs incroyables. Profiter et mettre en place les zones où, je vous le répète souvent, quand, où, pourquoi, comment vous allez intervenir. Voilà. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas sur des niveaux long terme mensuels d'investissement, mais je suis sur des niveaux où, en intraday, certes, ça continue à monter, on peut continuer d'acheter les petits replis, mais là, je suis sur des niveaux où je dois préparer mes zones d'intervention sur les valeurs que j'ai choisies. Voilà. Pour ça, j'utilise, vous le savez, MM20 hebdo, MM50 hebdo pour les valeurs comme Nvidia qui ont un flux important actuel, d'accord? Donc je suis moins, on va dire, exigeant. Et par contre, j'utilise les MM20 50 mensuels pour des valeurs que je connais bien par cœur, comme Rise, donc Ferrari, on l'a vu, ou Google, euh, ou Lily, d'accord? Ou là, eh ben, ouais. Je suis désolé de vous dire que moi, pour ma part, après je me trompe certainement peut-être, mais j'investis pas sur ces niveaux-là. Donc voilà, donc on a fait celle en flux Nvidia, les big ones, Ferrari, Google, machin, et on a aussi les retardataires. Les retardataires, donc là je vous ai mis PayPal. Ah là, les retardataires, PayPal, j'ai jamais compris, hein. Quand je regarde, alors oui, je sais qu'il y a de la concurrence, oui, je sais qu'il y a les cryptos, oui, je sais qu'il y a plein de trucs pour payer différents, mais à chaque coup, ils rachètent les bons petits sites. Pour moi, ces publications de résultats, on va dire, son PER et tout ce qu'elle publie, c'est incroyable. Alors pourquoi elle est retombée jusqu'à là, j'en sais rien. En tout cas, PayPal, j'avais pris une perte de la moitié. Sur IVT, je suis rentré, hein. Je vous montre pas. Par exemple, si je tape PayPal, je l'ai pas là, mais regardez, si je vais sur notre pote IVT, tac, tac, je clique sur ma tête de con, et si je mets PayPal, hop, s'il veut bien, hein, comme par hasard, il va pas vouloir, mais bon, tac, les plus grosses lignes en cours, ouais, je les ai remis, mais j'avais, il me semble, remis mon entrée. Elle est où cette entrée? Ah, on va la retrouver là, je crois. Action US. Voilà. Voilà, regardez, PayPal. Tac, je reprends 50% de ma position que j'avais dû fermer en perte, 20% de plus haut, et je le dis, hein, j'en fais des pertes comme tout le monde. Faut arrêter de croire qu'on se plante jamais, d'accord? Et donc, on était rentré à 55,05 sur PayPal. On retourne sur notre pote PayPal. Voilà, PayPal, ce qu'il y a de bien, regardez. En mensuel, ça s'est complètement fermé. Donc, et j'estime que PayPal, on devrait retourner rapidement sur les 80, 85, 90 par ici. Vous voyez que là, il y avait un gros niveau. Tac. Il est là. Voilà. Là, il y avait les mèches. Là, avant, vous voyez, là, elle est à terre partie. Donc, autour des 90, PayPal. D'accord? Mais si on se met en hebdo, PayPal,
vous voyez surtout que enfin, après, ça fait quand même 2 ans qu'elle baisse, cette folle. On voit clairement qu'elle est en train, vous voyez, de casser cet MM50 hebdo. Et vous le savez, je tiens à cœur, on a un balai des moyennes mobiles hebdomadaires qui est en train de se mettre en place. D'accord? Et donc, en fait, là, vous avez la zone des 70. Si on arrive à ouvrir ces bébés mensuels et qu'on arrive à continuer cette construction graphique qui est plutôt intéressante sur PayPal, donc là, c'est les retardatrices. Hein, d'accord? Donc, les retardatrices, ça veut dire que c'est plus compliqué, que l'expo doit être un peu moindre et que vous êtes, la probabilité de réussir est moins bonne que sur un repli de Google ou un repli d'NVIDIA, d'accord? Mais sur PayPal, si on arrive à ouvrir ça, on peut très bien retourner sur les 93. Et si on va en mensuel sur PayPal, au-dessus, au-dessus, tiens, on va cloner. J'adore le mot cloner. Vous voyez qu'ici, il y a vraiment la grosse zone, là. Tac. Vous voyez que là, les mèches, toutes les mèches, là aussi, boum, boum, boum. Voilà, à mon avis, PayPal, elle peut retourner à 120, elle va retourner à 120. Donc, voilà ce que je fais quand, bien évidemment, le marché, parce qu'en plus, le marché, en ce moment, pour moi, même il est chiant, il est assez simple. Je vends le dos et le DAX sur rebond. Tant que j'ai pas mes objectifs, je continue de les vendre. À côté de ça, bah, j'ai quand même tous les week-ends. Ça me fait rire quand quelqu'un me dit le trading, ça prend trop de temps, l'investissement, ça prend pas de temps. Bah, justement, c'est là où ces gens qui disent ça, ils sont complètement, entre guillemets, pas bêtes, mais c'est dommage, parce qu'au final, quand tu veux investir sur une Google ou une Ferrari ou une Nvidia. C'est bien d'accord? Ah oui, tu peux acheter un bout de la valeur toutes les semaines ou tous les mois, on va pas revenir là-dessus, au pif comme ça pour s'amuser. Mais franchement, ça c'est de l'investissement. Vous trouvez que c'est beaucoup de temps de justement d'utiliser le trading pour, pour juste, ça doit vous prendre, si vous choisissez 10 valeurs, hein, allez, ça doit vous prendre 10 minutes par week-end. Simplement regarder le week-end où elles en sont et attendre les bons, comme ici, là, comme ici. Regardez ici, vous avez eu 1, 2, 3, 4, 5 sur mensuel, là, ou en hebdo mensuel. 6 mois pour rentrer sur Google sur la MM50 mensuelle. Ça vous coûtait grand-chose de regarder 10 minutes le week-end. Ah bah tiens, elle est proche de sa MM50 mensuelle. Putain, j'ai 6 mois pour rentrer. Bah désolé, je préfère rentrer en beaucoup plus d'argent ici à 90 et être à x2 que d'avoir payé toutes les mois, toutes les semaines ou tous les mois un peu au pif toute la descente, puis de continuer de payer au pif. Puis quand elle sera ici, vous continuerez de payer au pif. Et puis, dans 10 ans, vous viendrez me pleurer parce que je sais pas ce qu'il y a eu dans le monde, c'est tout en bas. Ok? Voilà. Donc, on a fait le point. Surtout, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bien évidemment, j'en profite aussi quand le marché me laisse un peu de temps. C'est rare. Il faut faire, comment on appelle ça? Il faut prendre son temps à la fois de profiter de ses proches, de profiter de soi-même, de travailler sur soi-même, mais aussi sur des projets. Vous savez qu'actuellement, par exemple, bon, je ne vais pas vous reparler de projets où je vous ai déjà parlé, mais actuellement, je travaille sur pas mal de projets long terme. Ça sera certainement un de mes derniers parce que je fatigue et je suis fatigué. Winex, d'accord? Vous le savez que sur Winex, on veut faire une plateforme, surtout crypto à la base, mais pour du trading actif, mais surtout avec une banque française, d'accord? Et surtout, toutes les régulations qui vont avec, d'accord? Et que quand j'ai besoin de mon argent, je puisse le rapatrier tout de suite sur une banque française qui est d'accord. Éviter toutes ces multiplications. Et après, si on arrive à avoir toutes les licences, vous le savez, sur Winex, j'aimerais vraiment que la crypto puisse servir comme le cash, comme les monnaies fiat, de ce qu'on appelle du cross trading et de, mince, comment on dit j'ai un trou de mémoire, de collatéral, enfin, c'est-à-dire qu'on puisse se servir des cryptos pour acheter des actions ou pour trader du futur sur indice ou pour trader, j'en sais rien quoi, n'importe quelle connerie, acheter du cacao, acheter du Nvidia, voilà. Donc, ce qu'on appelle du cross margin. Et donc, le but, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur, voilà, que j'essaye de développer avec toute la communauté IVT qui m'a fortement aidé. Je les en remercie au qui. Si, bien évidemment, vous ne le faites pas, mais c'est dommage, téléchargez l'appli IVT, même si vous n'êtes pas abonné. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'acheter le VIP, vous n'avez pas envie de le faire, j'ai rien avec ça. Mais si vous avez mis les notifications gratuites, eh ben, je vous ai convié, je le dis pas, mais souvent je coche sur gratuit, je vous ai convié plein de fois, actuellement notamment elle est encore ouverte, à la levée de fonds Winex. D'accord?
voilà, dans laquelle tout IVT participe. Moi, je participe également. Voilà, voilà grosso modo ce que je fais. Je travaille sur mes projets. Bon, là, en avril-mai, j'ai beaucoup travaillé sur les bilans, la fiscale de merde, là. Bilan, voilà, tous ces trucs, la fiscale, hein, ça perte de temps, on a beau me dire délègue, machin. Oui, j'ai tout, hein, j'ai cabinet comptable, j'ai 3 avocats fiscalistes, tout ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de vous mettre le nez dedans. Voilà, je crois avoir fait le tour de pas mal de choses ce matin. Putain, 22 minutes, je suis vraiment désolé, c'est un peu long. Xav, son frère, ils vont me tuer, mais c'est pas grave, je voulais aborder tous ces sujets. En tout cas, n'oubliez pas une chose dans la vie, je vous le répète ce matin avant de vous quitter, persévérance, ça vient toujours. La vie, elle paye toujours ceux qui persévèrent. Discipline, bah là, vous l'avez bien vu. Hein. Moi-même, sur les actions, ça me fait chier de voir Nvidia continuer, Google s'envoler. Mais je suis obligé d'être discipliné, de respecter mes règles habituelles. Bien évidemment. Donc, il me faut beaucoup de patience. D'accord ? Mais avant tout, pour réussir ces 3-là dans la vie pro, perso, dans tous les projets que vous entreprendrez, il vous faut quoi ? Et je vous en envoie une blinde ce dimanche matin. Bon, pour moi, il est samedi 4h40, mais 50 maintenant. Mais en tout cas, je vous en envoie une blinde en ce dimanche matin pour tout ce que vous faites. Je vous encourage à continuer à le faire. Moi, aujourd'hui, j'ai 43 piges. Je suis vieux parce que j'estime que tout ce que j'essaye de vous transmettre là et de vous partager là, si un autre abruti que moi me l'avait partagé à 20 ans ou à 25 ans, je serais tellement loin, tellement loin. Bon, après, j'ai eu la maladie qui m'a saoulé, mais si j'avais pas eu tout ça, même Bernard, il serait loin derrière. Donc, non, je rigole. Donc, en tout cas, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous envoyer avant de vous quitter ? C'est ça. Pour réussir à garder en place ces 3 éléments-là, il vous faut, et je vous en envoie une blinde tous les matins, la motivation. Alors oui, vous foutez de ma gueule pour certains, mais je vous jure que vous verrez que plus vous la gardez, et plus vous restez comme ça, comme moi, appuyé sur le clavier, plus ça va de l'avant et plus ça marchera. Merci tout le monde, je vous embrasse bien fort, à bientôt, ciao, et bon débrief hebdo, et belle semaine prochaine à toutes et à tous. Ciao, ciao. Le débrief hebdo est déjà terminé, n'oubliez pas de lâcher un méga pouce vers le haut, merci beaucoup pour votre soutien encore une fois depuis tant d'années. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, n'oubliez pas quand même, il y a un gros rendez-vous, on a l'inflation aux États-Unis mercredi. Mercredi soir, on a la Fed. Donc rendez-vous très important, savoir si elle va ajuster en fonction des chiffres d'inflation. Jeudi, on a un autre chiffre d'inflation, mais là qui concerne non pas les prix à la consommation, mais les prix à la production. Donc ça sera le 3e effet qui se coule. Et vendredi, pour ceux qui travaillent notamment sur le Nikkei et sur d'autres actifs en yens, réunion de la Banque centrale du Japon, la BOJ. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine. Je vous remercie encore une fois de votre attention et de tout votre soutien. Ciao!